Dans cette capsule, on va voir le concept de réseau de neurones artificiels en apprentissage automatique. Alors, on vient de voir que l'algorithme du perceptron permettait d'apprendre un modèle qui tentait de faire une classification linéaire. Donc, elle prenait une surface de décision linéaire entre les deux classes qu'on tente de séparer, dans cette illustration-ci, les points noirs et les points blancs. On a vu également la régression logistique. Et la régression logistique également va apprendre un hyperplan qui sépare les deux classes, la classe 0 et la classe 1, qui va être linéaire. Donc, l'avantage du perceptron, même chose pour la régression logistique, c'est qu'on n'a pas à se rappeler de l'ensemble des exemples d'entraînement puis les garder en mémoire. Une fois que le perceptron, la régression logistique, a terminé son entraînement, tout ce qu'on a de besoin, c'est le vecteur W pour pouvoir faire une prédiction sur de nouveaux exemples. À l'opposé, on a vu l'algorithme des cas plus proches voisins. Et en fait, ce qu'on illustre ici, c'est la surface de décision associée au cas plus proche voisin. Donc, on se rappelle que le cas plus proche voisin, pour classifier, par exemple, cet exemple-ci, pourrait regarder les deux points les plus proches. Donc, c'est peut-être celui-là et celui-là ici. Et puis, va déterminer la classe du point à prédire à partir de l'étiquette de ses voisins. Donc, dans ce cas-ci, il serait classifié noir parce que les plus proches voisins sont noirs. Et donc, à cause de ça, l'algorithme des cas plus proches voisins, lui, sa surface de décision, elle est en fait non linéaire. Donc, on voit donc toute cette région-là ici, puis ici aussi, l'ensemble des régions qui contiennent des points qui seraient classifiés comme étant des points noirs. Et toute la région en blanc ici, ça serait la région où les points seraient classifiés selon la classe associée au point blanc. Donc, on voit que la surface entre les deux, ce qui sépare ces deux régions-là, en fait, c'est délimité par une surface qui est non linéaire, qui n'est pas une droite. Okay? Et à cause de ça, ça fait que l'algorithme des cas plus proches voisins est plus puissant, c'est-à-dire va être capable de résoudre des problèmes qui ne sont pas linéaires. Par contre, on se rappelle que l'algorithme des cas plus proches voisins, lui, est plus coûteux en mémoire puis en temps de calcul si on a des ensembles d'entraînement qui sont très grands. Parce qu'on doit se garder en mémoire tous les exemples d'entraînement et on va devoir aller chercher les plus proches voisins pour chaque nouvelle entrée qu'on doit classifier. Okay? Donc, ce qui serait bien, c'est d'avoir quelque chose un peu entre les deux, c'est-à-dire qui ne nécessitera pas de garder tout en mémoire, mais qui va pouvoir avoir une fonction donc une surface de décision qui ne sera pas linéaire, qui va être non linéaire. Et donc, c'est ce qu'on va avoir en fait avec un réseau de neurones. Puis c'est ce qui va motiver entre autres l'utilisation des réseaux de neurones. Donc, voici, on va voir un exemple en fait de problème qui n'est pas séparable linéairement. En fait, de façon générale, la majorité des problèmes de classification sont pas linéaires, sont pas linéairement séparables. Et en fait, on va voir un exemple qui est super simple, puis on aurait pu penser que parce que c'est un exemple simple, ça devrait être facile à classifier linéairement, donc ça va être linéairement séparable, mais ce ne sera pas le cas. Imaginons un problème de classification où on a en entrée deux bits, x1 et x2. Donc la dimension de notre vecteur d'entrée x, ça va être un vecteur de taille seulement 2. Alors, si on regarde, par exemple, oui, c'est ça, et x1 et x2, les deux entrées vont correspondre à des bits 0 ou 1. Donc, si on voulait essayer d'apprendre la fonction AND, donc l'opérateur et sur x1 et x2, ben, on serait capable de l'apprendre avec un classifiant linéaire. Effectivement, le point 0, 0, 0, 1 et pardon, 0, 1, oui, c'est ça. 0, 1, ce serait ce point-là ici. Puis 1, 0, c'est ce point-là ici. Ces trois points-là sont associés à la classe 0, tandis que ce point-là ici serait associé à la classe 1, puisque les deux entrées sont 1, puis la sortie de l'opérateur et sur les bits 1 et 1 serait 1. Donc, on voit que dans ce cas-ci, on est capable de passer une droite entre les exemples de la classe 0 et l'exemple de la classe 1. Même chose pour la fonction OR, l'opérateur OU. Dans ce cas-ci, le point ici devient de la classe 1. Lui reste de la classe 1 et lui de la classe 0. Et on est encore capable de passer une droite entre les deux classes. Par contre, si on regarde une fonction
pas vraiment plus compliquée, qui est la fonction XOR, donc une fonction qui va retourner 0 si les deux bits sont 0 ou les deux bits sont 1, mais qui va retourner 1 si un des deux bits est 1 et l'autre est 0, comme c'est le cas ici et ici. Et dans ce cas-ci, on ne sera pas capable de passer une droite qui permettrait de séparer d'un côté les points associés à la classe 1 et les points associés à la classe 0. Alors, comment est-ce qu'on pourrait essayer de résoudre ce problème-là? Eh bien, ce qu'on pourrait faire, en fait, c'est transformer l'entrée pour obtenir une nouvelle représentation où, dans cet espace-là, les données vont être linéairement séparables. Dans le cas de la fonction XOR, en fait, ce qu'on aurait pu faire, c'est remplacer x1 par l'opérateur et appliqué sur x1, x2, puis l'entrée x2, on pourrait la remplacer par l'opérateur OR, donc ou, appliqué à l'entrée x1 et x2. Alors, si on le fait ici, donc on a notre problème représenté selon x1 et x2 sur mes deux axes, et que je remplace ce problème-là où l'axe des x va être l'opérateur et sur x1, x2, puis l'axe des y va être l'opérateur appliqué sur l'opérateur ou appliqué sur x1, x2. Et dans ce cas-ci, en fait, ce point-ci va devenir ce point-là dans la nouvelle représentation. Donc, effectivement, si j'applique la fonction et sur le point 1, 1, j'obtiens comme valeur 1. Puis si j'applique la fonction ou sur le point 1, 1, j'obtiens également 1. Donc ce point-là, dans ce nouveau système de coordonnées, va être représenté va se trouver ici dans la nouvelle représentation. Maintenant, si je fais la même chose avec x1 égale 0, x2 égale 0, je vais me retrouver à un point en 0, 0 également. Puis si je prends ces deux points-là ici, donc 1, 0 et 0, 1, la valeur pour l'opérateur OU va être de 1, mais la valeur pour l'opérateur ET va être de 0. Donc ces deux points-là vont se retrouver ici. Et là, on remarque que dans cette nouvelle représentation-là, je suis capable, en fait, de séparer mes deux classes. On remarque aussi qu'on a vu que l'opérateur OU puis l'opérateur ET, c'est un opérateur qu'on pourrait apprendre avec un modèle linéaire. Par exemple, on pourrait l'apprendre avec une régression logistique, qui est un classifieur linéaire. Donc, ça suggère que si je voulais apprendre la fonction XOR, ce que je pourrais en fait, c'est premièrement apprendre une régression logistique pour la fonction OU, une régression logistique pour la fonction ET, puis ensuite de ça, donner la sortie de ma régression logistique en entrée à une autre régression logistique qui, elle, va apprendre ce qui reste à apprendre, c'est-à-dire la fonction XOR. Et c'est essentiellement l'intuition derrière l'utilité des réseaux de neurones artificiels. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va apprendre les poids d'un classifieur linéaire, mais ces classifieurs linéaires-là vont s'appliquer sur une transformation de l'entrée qui va rendre le problème linéairement séparable. Okay? Donc, on va avoir en fait plusieurs régressions logistiques qui vont être indicées par l'indice I. Donc, ici, j'aurai une autre régression logistique qui serait connectée avec mes entrées, mes mêmes entrées ici. Et ça serait AJ-1. J'en aurais une autre ici pour AJ plus 1. Donc, j'en aurais plusieurs comme ça qui vont, elles, être connectées avec une autre régression logistique, mais qui va prendre en entrée ces valeurs-là calculées en sortie des régressions logistiques de la couche précédente de régression logistique. Et si on voit en fait chacune de ces régressions logistiques-là comme une espèce de neurone où il y a des forces de connexion entre ce neurone-là et des neurones d'une couche précédente, sous cette représentation-là, on peut interpréter le genre de calcul fait par ce modèle-là comme un calcul fait par un réseau de neurones, mais qui est artificiel, donc avec des neurones artificiels. Donc ça, c'est un exemple de réseau de neurones, mais aussi, ici, on a une seule couche. On va dire que cette couche-là, elle est cachée. Donc ici, tous les neurones qu'on va trouver ici, toutes les régressions logistiques qu'on va trouver ici,
En fait, ça va correspondre à une couche de neurones qui sont dits cachés parce qu'on ne connaît pas exactement la valeur qui doit être modélisée. Lors de l'entraînement, en fait, tout ce qu'on va pouvoir donner comme signal d'entraînement, c'est quelle valeur on voudrait avoir à la sortie du réseau de neurones, donc à la toute fin du calcul. Ici, on va vouloir que h de x, donc la sortie de ce neurone-là, prédise bien la cible y associée à mon entrée x. Mais pour ces neurones-là, en fait, on veut que ça découvre une représentation et on ne sait pas c'est laquelle. On va essayer de la trouver avec de la descente de gradient. On va essayer de trouver la représentation aussi qui va permettre de faciliter le problème pour ce neurone-là ici, cette régression logistique ici, qui va tenter, elle, de prédire y. Donc, il n'y a rien qui nous empêche, en fait, d'avoir plusieurs couches cachées. On a un exemple ici, on aurait une première couche cachée ici, une deuxième couche cachée ici, puis finalement, on aurait une sortie ici qui tenterait de prédire Y. Je vais utiliser la notation dans le livre de Russell et Norvig où chacun des neurones qui se trouve dans que ce soit la couche ici qu'on va appeler la couche d'entrée. Donc, en fait, ça va correspondre à X1, ça va correspondre à X2. Donc, ces neurones-là vont être indicés avec le même indissage que les neurones de la première couche cachée, de la deuxième couche cachée, de la troisième. Et on va les énumérer comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, de la couche d'entrée jusqu'à la couche qu'on va appeler la couche de sortie ici. Alors, on va noter AJ comme étant l'activité du JM neurone dans notre réseau. Et ça va inclure, comme je viens de le dire, les neurones d'entrée et de sortie. Et entre autres, on va voir que AI va être égal à XI. Donc, A1 est égal à X1, puis A2 est égal à X2. Je vais aussi noter INJ comme étant l'activité du JM neurone, mais avant la non-linéarité logistique. Donc, je vais avoir que AJ va être égal à la fonction logistique ou sigmoïde appliquée sur la variable que j'appelle INJ. Puis INJ, en fait, ça va correspondre simplement au produit des connexions entre le neurone J avec les neurones de la couche précédente indicés par I, multiplié par l'activité des neurones dans la couche précédente, donc les neurones AI. Et donc, ce qu'on va avoir ici, en fait, c'est que selon cette notation-là, s'il n'y a pas de connexion entre un neurone I et un neurone J, on va supposer que WIJ est égal à 0. Donc, on observe ici que W13, c'est le poids de la connexion entre A1 et A3. Puis, puisque A1 est égal à X1, c'est la connexion entre la première entrée et le neurone caché ici. W14, ça va être la connexion entre A1 et A4, et ainsi de suite. Donc, W57, ça va être la connexion entre le neurone A5, qui est dans la deuxième couche cachée, et le neurone de sortie, qu'on va noter A7, pardon. Et A7, en fait, dans ce cas-ci, va correspondre à notre H de X. C'est la prédiction qu'on va faire pour notre entrée X. Alors ça, c'est la description du modèle d'un réseau de neurones artificiel.